Bonjour à tous. C'est toujours pour moi très intéressant et en même temps toujours un peu, je dirais pas angoissant, mais en même temps interpellant de présenter des travaux de recherche et de les mettre en discussion dans un public de connaisseurs, puisque vous êtes tous des formateurs, donc vous êtes tous ou des chercheurs impliqués de manière très importante dans les questions du travail et les mutations du travail. Alors, la plupart du temps, en fait, le travail en tant qu'activité est traité plutôt par des sociologues du travail, des psychologues du travail, des formateurs, et assez peu par des économistes. Bon. Quand j'ai commencé mes études dans les années 70, la question du travail était une question qui était un sujet de préoccupation des économistes. Mais à partir des années 80, 90, mais surtout la fin des années 80, en fait, les économistes se sont déplacés de la question du travail en tant qu'activité vers les questions d'emploi. Et finalement, il y a assez peu d'économistes qui se préoccupent à la fois des mutations du travail et les intègrent dans leurs recherches. Alors, je pense que ça tient aussi du côté des économistes à une victoire idéologique de la finance, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire que les économistes ont perdu de vue qu'il n'y a pas de création de valeur sans travail. Quelque chose d'assez simple, on va dire, depuis l'origine des temps de l'économie, c'est-à-dire depuis Adam Smith et la fin du XVIIIe siècle, il n'y a pas de création de valeur sans travail. Alors, si on veut s'intéresser à la création de la valeur et au développement à la fois des entreprises mais aussi des territoires, il faut quand même se préoccuper du travail. C'est quand même très curieux que les économistes aient abandonné ce thème alors que c'est la base de l'économie. Il n'y a pas d'économie sans création de valeur, de biens et de services. La question monétaire arrive dans un deuxième temps, pour favoriser les échanges et favoriser les modes d'accumulation des richesses. Mais certainement pas comme première question. La première question, c'est bien celle du travail. Et c'est d'autant plus inquiétant que ces économistes aussi ont abandonné finalement la question de la centralité du travail. Alors, le laboratoire que je dirige, à Thémis, et que j'ai créé avec d'autres collègues en 2001, a repris ce thème de la centralité du travail comme un thème absolument essentiel de l'évolution de nos sociétés, parce que, en fait, le travail, c'est d'un côté l'occasion de créer des biens et des services, donc de contribuer au développement économique des entreprises et des territoires, mais le travail, c'est aussi le lieu où s'opèrent des liens sociaux avec les autres, à la fois ses collègues, la hiérarchie, mais aussi ce qu'on sert. Et donc, la base du lien social, ou l'une des bases du lien social. Puis, de manière plus récente, on admet maintenant de manière générale que le travail, c'est aussi, en tant qu'activité, je parle du travail en tant qu'activité, c'est aussi l'occasion de se construire soi-même. C'est-à-dire que ça a une dimension psychologique, une dimension psychique, où se joue la construction de la personnalité de chacun. C'est d'ailleurs un des éléments les plus passionnants, c'est de voir qu'à travers ces activités, chacun d'entre nous construit son propre développement avec plus ou moins d'aisance, plus ou moins de facilité, plus ou moins de ressources, mais préoccupé par cette question de ce développement d'ordre personnel. Quand j'étais étudiant, on voyait moins cette question. La dimension personnelle de ce qui joue dans le travail était mise en retrait par rapport à la question de la production de richesses, c'est-à-dire la question économique, et d'autre part par rapport au lien social. Mais depuis maintenant quand même une vingtaine d'années, il y a la reconnaissance qu'à travers le travail se joue la capacité des uns et des autres à construire sa personnalité, bien entendu, en lien avec les autres. Et puis, quatrième dimension auquel je tiens beaucoup, je vais boire un petit peu parce que j'ai pas mal voyagé, j'ai la gorge un peu sèche, donc vous m'excusez, comme ça sera un peu entrecoupé de... La quatrième dimension auquel je tiens beaucoup, qui n'est pas encore mise en discussion, mais qui commence un peu en France. Là, je rentre du Brésil et ça commence à rentrer dans les débats. C'est que le travail, à travers les arbitrages que nous menons les uns et les autres, par exemple vous en tant que formateur, les arbitrages que vous êtes amenés à faire dans la formation, moi comme chercheur, les arbitrages que je suis amené à faire dans la recherche, mais toute activité, tout opérateur, tout salarié, tout travailleur est amené à faire des arbitrages, et ces arbitrages ont une portée sociétale. En d'autres termes, ces arbitrages ont une portée politique, au sens fort du terme politique, du comment on vit ensemble.
Et on sous-estime beaucoup trop cette dimension, la dimension sociétale des arbitrages du travail, c'est-à-dire la dimension politique du travail. Et vous voyez, quand on reprend un peu l'ensemble de ces aspects, création de valeur, création du lien social, création de sa personnalité et création du politique, vous voyez combien la question du travail en tant qu'activité est une question préoccupante, mais centrale et passionnante. Parce qu'à chaque fois qu'on aborde la question, en réalité, s'entrelacent, s'encastrent ces différentes dimensions du travail. Et c'est pourquoi, avec mes collègues, nous avons cherché à développer de manière forte un laboratoire pluridisciplinaire qui regroupe des économistes, bien entendu, bon, bien entendu parce que j'en suis, voilà, des ergonomes et d'autre part des personnes qui sont liées à la psychodynamie du travail, c'est-à-dire des psychologues du travail, mais sous l'optique, je ne sais pas si vous connaissez ces travaux de Christophe Dejour, de la psychodynamie du travail. En réalité, 3 socles de disciplinaires dans Artémis, l'économie de la coopération, la question de l'ergonomie de l'activité, la psychodynamie du travail, et puis de plus en plus des travaux en sciences politiques pour revenir sur l'importance du politique dans les arbitrages que nous menons dans le travail. Alors, pour résumer les choses, je dirais qu'au-delà de la centralité du travail, nous sommes une conviction dans le laboratoire, dans ses recherches, mais surtout dans ses interventions, c'est qu'il n'y aura pas de changement du travail, au sens de l'héritage taylorien et fordien du travail. Il n'y en aura pas s'il n'y a pas de changement économique. De modèles d'entreprise, de modèles économiques d'entreprise, mais aussi de modèles de développement des territoires. Parce que l'économie, ce n'est pas seulement l'entreprise, c'est aussi les conditions dans lesquelles les territoires se développent. Et il n'y aura pas de changement de modèle économique, notamment de modèles durables, qui prennent en charge des questions écologiques, sans changement du travail. Ceux qui envisagent des changements de modèle économique sans se préoccuper des modifications du travail, par exemple l'économie circulaire, qui passe complètement à côté de la question du travail, dans le domaine écologique, sont à côté de la plaque. Alors, bien entendu, quand je dis ça, j'affirme, ce sont 2 choses sur lesquelles on reviendra, mais là j'ai concentré un peu mon propos sur 3 sujets que j'aimerais mettre en discussion avec vous. Le premier sujet, c'est que nous sommes confrontés, quand nous parlons de mutation du travail, nous sommes confrontés en fait à des mutations structurelles de nos sociétés extrêmement importantes. Il faut y revenir dessus rapidement, parce que si on ne comprend pas que ce n'est pas à confronter simplement à une crise ou simplement à des évolutions, mais à des modifications structurelles, on ne comprend pas l'importance des mutations du travail. Après ce deuxième point sur les mutations du travail, je reviendrai sur une question essentielle qu'ont développée bien avant moi les ergonomes, c'est-à-dire la différence entre le travail prescrit et le travail réel, et en quoi cet écart entre le prescrit et le réel, c'est-à-dire ce que l'on compte faire et ce que l'on fait réellement, en quoi cet écart mobilise intensément la mobilisation subjective des personnes au travail, de manière personnelle et intersubjective, c'est-à-dire avec les autres. La question du sujet, ici, est une question centrale. C'est un économiste qui vous dit ça, la question psychique du sujet est une question centrale, parce que dans l'écart entre le prescrit et le réel, qui va se développer très largement ces 30 dernières années, alors cet écart sollicite la mobilisation, c'est-à-dire l'engagement des uns et des autres. Et c'est cet engagement qui va poser problème au regard de sa reconnaissance ou de son absence de reconnaissance. L'absence de reconnaissance de l'engagement des uns et des autres dans le travail est une catastrophe économique, sociale et psychique. J'y reviendrai. Une véritable catastrophe. Et c'est pourquoi nous développons l'idée que pour pouvoir surmonter les difficultés qui apparaissent dans ces mutations, il y a besoin d'installer constamment dans chaque entreprise, dans chaque institution, ce que nous appelons une organisation réflexive, c'est-à-dire une organisation qui avait en capacité de revenir sur l'expérience des uns et des autres, mais de confronter cette expérience à l'évolution de la compréhension qu'on a de l'évolution du monde, c'est-à-dire à l'émergence de ce que nous appelons une nouvelle doctrine, notamment en matière de travail. Voilà 3 parties sur lesquelles je vais essayer de vous donner un certain nombre d'éclairages. Les mutations structurelles, l'importance de l'engagement subjectif et de la reconnaissance, et le caractère stratégique de l'instauration dans nos organisations, plutôt dans nos entreprises ou nos institutions, de l'organisation réflexive, y compris à l'université
y compris chez les enseignants et les formateurs. Alors, les mutations structurelles. Si vous voulez, de mon point de vue, nous sommes confrontés à 5 mutations fondamentales qui changent considérablement les conditions du développement et qui vont avoir un impact majeur sur le travail en tant qu'activité. Quand je parle de travail, je parle toujours de travail en tant qu'activité, pas en termes d'emploi, en tant qu'activité. Ces mutations sont encore plus importantes, selon nous, que les mutations industrielles qui se sont installées dans l'Europe occidentale à partir de la fin du XVIIIe siècle. Nous sommes confrontés au moins à des mutations au moins aussi importantes que ce qu'on appelait la révolution industrielle et les sociétés industrielles. Alors, quelles sont-elles? La première mutation, c'est le fait que nos économies ne sont plus tirées par la production de biens matériels, mais sont tirées par les activités de services. À peu près 80% des emplois, à peu près un peu plus de 80% de la valeur ajoutée dans nos pays, mais déjà au Brésil, c'est 70% de la valeur ajoutée, provient d'activités de services. Alors, ces activités de services peuvent être bien entendu à l'intérieur des entreprises de services, mais ça peut aussi se développer dans les entreprises apparemment industrielles. Les activités de services, ce sont des activités spécifiques qui ne vont pas agir sur les biens au sens tel de transformation des biens, mais on va agir sur ce qu'on appelle un support, c'est-à-dire va agir sur les personnes, les organisations, sur le transport des biens, c'est-à-dire sur des objets qui n'appartiennent pas à l'entreprise qui réalise le service. Le service a engagé immédiatement une logique de coproduction entre les prestataires, les gens qui travaillent dans l'entreprise, et les bénéficiaires du service. Et cette coproduction change énormément de choses. Parce que le travail n'est plus simplement prescrit par les hiérarchies. Le travail va être aussi prescrit par la demande sociale émergente de nos sociétés, c'est-à-dire des bénéficiaires. Le travail n'est plus simplement confronté à un contrat de subordination lié au salariat, mais il est confronté à la spécificité de la demande de ceux qui sont en demande de service et qui expriment cette demande dans des formes particulières de coproduction du service avec les prestataires. C'est une mutation considérable, absolument considérable, que les économistes ont beaucoup de mal à appréhender, mais pas seulement les économistes. Prendre la mesure du fait que l'économie, le développement économique n'est plus fondé sur le développement des biens, mais sur le développement des services, provoque une mutation, un regard renouvelé sur la question du travail, en mettant au cœur de la question du travail la coopération entre les bénéficiaires et les opérateurs ou les salariés ou les travailleurs. C'est la première mutation. Alors ça va avoir des conséquences extrêmement grandes, par exemple sur le temps de travail. On en discutait en rigolant, on l'a juste... Par exemple, la synchronisation du temps. Moi, je suis venu vous rendre service, d'une certaine manière, dans une conférence, et vous êtes venu au moment, voilà, à l'heure, vous voyez, avec quelques petites difficultés, encore très très faibles par rapport à celles que j'ai connues au Brésil, absolument incroyable, et qui repose sur la synchronisation du temps. Si la synchronisation du temps n'est pas là, le service ne s'opère pas. Vous voyez que tout d'un coup, la pression temporelle de la synchronisation pose des enjeux économiques, politiques, sociaux considérables, bien plus importants que ce qui se passe dans l'industrie, où la gestion du temps peut être amortie par la question des stocks. Des stocks d'encours, des stocks de produits, des stocks de biens. Ici, la question du temps va être une question cruciale de nos sociétés. La maîtrise du temps, la compréhension du temps, l'analyse de qu'est-ce qui se joue dans le temps, d'un point de vue social et économique, devient quelque chose de majeur et qui va réinterpeller l'ensemble des dispositifs de régulation du temps de travail qu'on a connus au XIXe siècle et au XXe siècle. Deuxième point très important là, dans la question du service, c'est les enjeux d'accessibilité au service. Généralement, pour accéder à un bien, ce n'est pas très compliqué. Il faut avoir la possibilité d'acheter le bien. Vous voyez, on a acheté cette bouteille d'eau, pas très chère, je pense, en tout cas, et du coup, on a accès à l'eau. Voilà. Ce n'est pas très compliqué. Pour l'essentiel, c'est la solvabilité des personnes, des ménages. Alors, bien entendu, il vaut mieux avoir un peu plus de revenus que moins. Donc, on comprend bien que les inégalités sociales vont
crée des inégalités d'accès aux biens, mais malgré tout, à travers la question du revenu, on a une capacité de réguler cette affaire. Mais quand vous pensez aux services, ce n'est pas du tout le cas. La question du revenu continue d'exister, mais ce n'est pas du tout suffisant. Par exemple, la question des distances entre les services et les gens où habitent, ça devient très important. Venir ici à cette conférence, si vous habitez, je ne sais pas moi, à 30 ou 40 km, ça devient insupportable. Et donc la question de la distance ou les questions géonomiques deviennent des questions essentielles. Et quand vous êtes au Brésil, les questions géométriques, ce n'est pas simplement des questions de distance, c'est de sécurité des modalités de transport, du rapport social dans le système de mobilité de l'espace. Vous voyez que tout d'un coup, l'accessibilité est liée à des éléments qui vont bien au-delà de la question uniquement du revenu. Et puis, les questions d'accessibilité, c'est aussi des questions culturelles. Les compétences, en réalité, les prérequis des bénéficiaires. Parce que le service, c'est toujours une promesse. Vous voyez, même promesse d'arriver à peu près à l'heure à Genève en partant de Paris, et elle n'est pas tenue parce qu'on est déjà arrivé avec 1 heure de retard. Mais normalement, on a à peu près confiance sur le fait que la promesse est tenue. Mais encore faut-il se représenter cette promesse, la comprendre, et comprendre les ajustements qui peuvent venir de cette promesse. Tout ça renvoie pas simplement aux compétences des salariés, renvoie aux compétences des bénéficiaires de services. Vous comprenez immédiatement que si vous ne parlez pas la langue dans le pays, vous n'accédez pas aux services. Tous ces enjeux d'accessibilité aux services deviennent des enjeux considérables du développement économique, mais considérables du travail. Parce que ça devient des contraintes sur le travail, ou des opportunités dans certains cas. J'arrête là sur la question des services. Mais vous voyez que le passage d'une économie industrielle à une économie de services pose des enjeux de coopération bénéficiaire-prestataire entièrement renouvelés, pose des questions de coopération qui sortent du cadre juridique de la subordination et renvoie à côté du prescrit de la hiérarchie de l'entreprise, finalement des formes de prescription sociale tout à fait importantes à comprendre. Alors, la deuxième modification majeure, structurelle, c'est le fait que nous sommes passés d'une économie fondée sur l'usage de ressources matérielles, par exemple l'eau, la bouteille d'eau, qui sont finalement l'usage de biens que l'on repère par leur caractère physico-chimique, notamment des qualités qui sont liées à des normes qui sont mesurables. Mais en réalité, quand vous regardez l'évolution des activités économiques et derrière de l'évolution de l'activité de travail, le travail va de moins en moins jouer sur la transformation de la matière et de plus en plus intervenir sur des dimensions immatérielles de l'activité. Par exemple, sur la confiance que j'ai dans le fait que l'eau est potable, le fait même que l'eau peut être bonne, que l'eau peut être en lien avec mes problèmes de santé, que l'eau... Alors oui, tout d'un coup, là, on change la nature de ce qui est travaillé. Ce n'est pas simplement le bien, c'est toute une série de dimensions beaucoup plus immatérielles, la confiance, l'information, la pertinence de l'eau par rapport aux attentes des clients ou des bénéficiaires, et donc une activité qui va se déployer dans des registres immatériels, c'est-à-dire des registres non tangibles, non mesurables. Ah, vous faites un travail, vous n'en percevez pas immédiatement et de manière tangible le résultat. Alors vous, comme formateur, vous connaissez ça parfaitement bien, puisque vous formez des personnes et vous ne savez jamais très bien quel est l'impact que vous avez dans votre formation. Mais le rapport à cette incertitude de ce que l'on fait et de l'utilité que l'on fait va se généraliser, puisqu'à peu près 70%, 75% des emplois sont des emplois qui agissent sur des dimensions immatérielles de la production économique. Vous vous rendez compte ? Plus de 70% de l'activité relève d'activités dont on ne connaît pas le résultat de manière tangible, les effets immédiats, précis. Bon, quand vous êtes dans l'agriculture, vous produisez des biens. Oui, mais est-ce que ces biens sont en conformité avec la santé ? Est-ce que les biens, les conditions dans lesquelles vous allez travailler à l'agriculture, ont un impact positif ou négatif sur l'environnement ? Est-ce que ces biens, finalement, correspondent ou pas aux attentes nutritionnelles des populations auxquelles ils sont destinés ? Ces questions qui sont beaucoup plus immatérielles pèsent sur la question du travail. Le fait que
on soit passé d'une économie fondée sur des ressources matérielles à une économie fondée sur des ressources immatérielles devient une deuxième transformation, deuxième mutation considérable du travail. Il y a un doute constant des uns et des autres sur la pertinence de ce que l'on fait. On n'y a pas accès. Troisième point, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qu'on appelle maintenant, on a renommé ça, on s'amuse à renommer les choses progressivement, c'est un effet de mode, la révolution digitale. Avant c'était une nouvelle technologie de l'information et de la communication, c'était numérique, maintenant c'est la révolution digitale. Alors, suivant la mode, généralement quand ça se passe comme ça, c'est mauvais signe, pour dire les choses. Et que quand c'est des effets de mode, c'est des effets qui troublent un peu les aspects. Bon. Qu'est-ce que posent les nouvelles technologies quant au fond sur la question du travail? Si vous voulez, deux choses, pour moi, essentielles. La première, c'est que jusqu'à maintenant, jusque dans les années 70, puisque la puce émerge en 73 et puis commence à s'intégrer dans les dispositifs industriels à partir du début des années 80, donc ces systèmes-là ont quand même maintenant presque une quarantaine d'années, jusqu'à avant ces 40 années, le progrès technique était en même temps un progrès social et un progrès économique. En gros, toute innovation technologique avait des conséquences sociales plutôt bénéfiques, en tout cas qui étaient vécues plutôt de manière bénéfique. Et grâce à ce qu'on appelle les gains de productivité, c'est-à-dire la capacité de faire les choses plus rapidement, avait un effet économique d'entraînement, croissance économique. Donc, progrès technique, progrès social, progrès économique, c'est intrinsèquement lié. Ce qui se passe avec ces nouvelles technologies d'information, c'est que cette nouvelle technologie traite l'information, mais qu'une partie de l'information. La partie qui est normalisable, qui est informatisable. L'autre partie de l'information est en déshérence. Celle qui concerne les acteurs les uns avec les autres, individuellement ou collectivement. Et cette non-articulation de l'information traitée de manière numérique avec une information traitée de manière analogique, c'est-à-dire dans les relations humaines, cette non-intégration, cette non-pensée fait que ces nouvelles technologies, à la fois peuvent donner des effets tout à fait bénéfiques, et des choses incroyables que l'on arrive à faire avec le téléphone portable, mais en même temps peuvent provoquer des effets délétères. Délétères sur le plan social, délétères sur le plan économique, parce que vous pouvez perdre de la valeur. Souvent, dans les conférences que je fais dans les entreprises, je dis, vous croyez créer de la valeur? Oui, vous en créez, mais qu'est-ce que vous en détruisez comme valeur? Qu'est-ce que vous détruisez comme valeur? Regardez la façon dont circule votre information. Regardez la circulation de vos mails, mais c'est catastrophique. Vous avez un usage des mails catastrophique. Regardez le côté intrusif de ces objets nomades, ordinateurs, téléphones, qui vont vous chercher jusqu'au week-end et aux vacances pour vous ramener au travail. Mais c'est catastrophique. Et ces usages, non seulement posent des problèmes sociaux, mais posent des problèmes de destruction de valeur. Quand vous voyez un mail qui n'est pas destiné, les gens, vous voyez bien, on voit en copie vous allez aux autres. Mais celui qui relit le mail, qui prend le temps de lire le mail, mais auquel finalement il n'y a aucun intérêt, mais perd son temps. Les conflits qu'il peut y avoir, vous devez faire voir ça dans vos interventions en entreprise, les conflits qu'il peut y avoir entre les salariés d'un bureau et ceux juste à côté, parce qu'ils ne se voient pas, ils s'envoient un mail alors qu'ils pourraient réguler simplement en se disant bonjour, en régulant les choses. Mais que le mail est devenu incompréhensible. C'est-à-dire que l'intention du mail n'est pas apparente. La différence entre les relations humaines, c'est que les relations humaines, vous voyez immédiatement l'intention de l'autre. Par son regard, par son mouvement, par ses gestes, par sa posture. Vous voyez très bien quelle est son intention. Dans le mail, c'est invisible. Et alors les désaccords, le nombre de conflits, le nombre de contradictions qui apparaissent, sont considérables. L'informatique peut créer le meilleur et peut créer le pire. Alors comment faire? Vous voyez, ça déstabilise une histoire très, très, très classique du rapport aux nouvelles technologies et du travail, c'est-à-dire les nouvelles technologies comme progrès social et comme progrès économique. Non, ça demande des discussions. Ça demande de la discussion quant aux pratiques d'usage, aux conditions dans lesquelles on utilise ces nouvelles technologies et on se met d'accord sur les conditions d'utilisation de ces nouvelles technologies. Mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, vous avez une diffusion de ces nouvelles technologies issue de la croyance éternelle du fait que parce que c'est un progrès technologique, ce serait donc un progrès social et un progrès économique.
La quatrième, mutation, c'est une mutation qui concerne cette fois-ci le rapport à la globalisation. On n'est pas simplement dans une internationalisation de l'économie qui existe depuis très longtemps, puisque l'Empire grec était déjà dans une forme d'internationalisation, même si une nation n'existait pas. On est dans une phase de la globalisation. Et cette phase de la globalisation a finalement miné, principalement d'ordre financier, une noblesse d'abord financière, ensuite d'entreprise, mais ça a miné les capacités des États nationaux ou des États regroupant plusieurs nations à réguler la question du travail. Ça a mis en compétition des systèmes sociaux extrêmement différents les uns des autres, dans une rapidité extrêmement importante, c'est-à-dire dans un temps extrêmement raccourci, qui fait que les formes de régulation qui s'est instauré, vous dans vos cantons, dans votre fédération, en France, dans l'État national. Ces régulations sont mises à mal, mais vraiment mises à mal. Bien entendu, toutes les régulations du travail, où les gens cherchent à retrouver des formes de régulation, notamment dans des espaces de service, mais dans les dimensions de proximité. Et donc, vous avez aujourd'hui mouvement de bascule, déstabilisation des États nationaux liés à la globalisation, et en même temps l'émergence de nouvelles formes de régulation qui ont une incidence sur le travail, qui ont une incidence sur les qualités de relations de service dans des espaces territoriaux infranationaux. Et ça, c'est très important parce que c'est le signe que se joue aujourd'hui un nouvel espace d'action, qui est le territoire infranational, et une capacité de construire, y compris sur un plan politique, ce que je vais appeler, je vous en parlerai après, la démocratie sociétale, c'est-à-dire des espaces de discussion du caractère fondé ou non de la réalisation du travail. Le cinquième point, c'est la question écologique. Alors, cette question écologique, pour moi, c'est le dernier, mais c'est quasiment celle qui est la plus importante, parce que c'est celle qui renouvelle toutes les autres approches. Comment va-t-on continuer à connaître un développement de nos pays, mais de l'ensemble des pays, en prenant en charge les enjeux écologiques? Alors, c'est bien entendu les enjeux environnementaux, mais c'est les enjeux de la biodiversité, du climat, l'ensemble de ces enjeux. Est-ce qu'on est en capacité de concevoir aujourd'hui des formes de travail, et derrière de modèles économiques, qui seront capables d'identifier ces enjeux écologiques et de les prendre en charge? Alors quand je viens ici, là, je disais à mon ami que j'arrive à Genève, je me détends comme ça. Je me détends. Parce qu'il y a tout de suite... vous vous rendez même plus compte tellement vous êtes habitué à ça. Mais si vous voulez, il y a une espèce de calme, il y a une espèce d'environnement, il y a un rapport encore au lac, à la montagne. Je voyais la neige qui était déjà là, dans les hauteurs du Jura. Je voyais au fond les Alpes qui étaient à un moment donné déjà enneigées. C'est immédiatement un rapport à la nature. Et quand vous voyez des pays qui sont des pays dits émergents, c'est-à-dire des pays qui sont dans des rattrapages industriels beaucoup plus rapides que les nôtres, du Brésil, par exemple. Je parle beaucoup du Brésil parce que j'y vais très régulièrement et le laboratoire Artemis a des antennes au Brésil, où les questions de la pollution se sont développées à une vitesse gigantesque. Les métropolisations, c'est-à-dire des villes absolument monstrueuses, se sont développées en 20-30 ans. Mais monstrueuses. Monstrueuses d'embouteillage, de violence, de bruit, d'agression visuelle, d'un rapport à la question écologique qui n'est absolument pas durable, avec des possibilités de crise absolument majeures en termes de crise de qualité de l'eau, crise de l'alimentation, crise énergétique considérable. C'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible. Et c'est pas possible non seulement de continuer, mais c'est pas possible de changer le rapport du travail à ces enjeux. Si on ne le fait pas, si on ne change pas le rapport du travail à ces enjeux, alors nous allons avoir des problèmes considérables de sens du travail et de reconnaissance du travail. Produire aujourd'hui n'a plus de sens. Comment voulez-vous faire en sorte que les gens aient plaisir à travailler
lorsque le sens de ce qu'ils font est perdu. Comment voulez-vous que l'on soutienne l'engagement dans le travail, vous formez des jeunes, des moins jeunes, si derrière, les emplois n'ont aucun sens par rapport aux enjeux de la planète, aux enjeux écologiques, et qui ne sont pas des enjeux de la planète au sens général, qui sont des enjeux très très concrets de la vie quotidienne. Nous sommes dans une situation, alors, bien entendu, il y a des endroits un peu privilégiés, il y a encore des zones, comment dirais-je, de relativement tranquilles là-dessus. Moi, j'habite aussi en Normandie, c'est proche de chez vous, en termes de tranquillité, mais c'est très privilégié, et encore assez éphémère, c'est très instable ce qui se passe. Ces enjeux écologiques deviennent essentiels. Et ils ont comme fonction, finalement, de réinterroger la finalité du travail. À quoi ça sert? Pourquoi vous travaillez? Vous travaillez seulement pour gagner votre argent? Vous n'irez pas très loin. Vous travaillez parce que ça a du sens. Mais quel sens? Vous voyez que quand on associe société de services, rôle central de l'immatériel, caractère discutable des nouvelles technologies de l'information et des communications, enjeu de l'émergence de nouveaux territoires comme des espaces de régulation du travail, et puis le sens du travail réinterrogé par l'écologie, vous voyez qu'on a affaire à des mutations absolument considérables. Absolument considérables. Alors, j'aimerais dans une deuxième partie revenir sur des choses beaucoup plus serrées, beaucoup plus cernées, qui sont le rapport subjectif des uns et des autres au travail. Qu'est-ce qui se passe dans notre rapport, de vous, le mien, au travail? Comment ces mutations ont provoqué des mutations considérables du rapport des uns et des autres au travail? Et qu'est-ce qui se joue pour l'avenir des êtres dans ce travail? Alors le premier constat que j'aimerais partager avec vous, c'est que cette situation générale que je viens de décrire, ces mutations structurelles que je viens de décrire, provoquent un écart de plus en plus important en ce que les ergonomes appellent le prescrit et le travail réel sur lequel ils s'engagent. Le prescrit, c'est d'un côté ce que l'organisation a prévu que vous fassiez, mais c'est aussi ce que vous avez prévu vous-même de faire, pas que de la prescription hiérarchique, c'est de l'auto-prescription. Et puis d'autre part, parfois des prescriptions qui viennent de ce que vous servez. Bien entendu, vous êtes venu ici avec certaines attentes et je les perçois, vos attentes. Et ça crée de la prescription sur ce que je vais dire. Mais ces prescriptions hiérarchiques, autoprescriptions, prescriptions liées aux bénéficiaires des services, ces prescriptions, finalement, n'arrivent jamais à être respectées, n'arrivent jamais à être proches du travail réel. En réalité, un écart très important apparaît, et cet écart s'est considérablement développé ces 20 dernières années, mais considérablement développé. Et à travers cet écart, pour combler cet écart entre ce que vous pouvez faire et la situation réelle auquel vous êtes confronté, eh bien, vous êtes obligé de prendre un risque, de vous engager, de dépasser ce qui était prévu de faire et de faire quelque chose qui est différent de ce qui était prévu. Mais en prenant un risque, c'est de mal faire. C'est-à-dire, vous vous donnez de vous-même, vous vous engagez, et paf, vous tombez à côté de la plaque, vous êtes juste à côté, pas tout à fait au rendez-vous. Un peu au rendez-vous, mais pas complètement. Cet échec, il est quotidien. Vous êtes confronté constamment à l'échec. Moi, le premier. Constamment, j'ai des fours. Des trucs, paf, la tombe à côté de la plaque. Ça ne marche pas. Pas au point. Ces échecs, c'est quand même douloureux. C'est quand même pas facile. On parlait tout à l'heure de la résistance au changement, ou il faut arrêter les routines. Ah oui. Aller dans le changement, arrêter les routines et faire des choses tout à fait nouvelles. Oui, mais c'est sacrément risqué. C'est sacrément risqué. Parce que derrière, seul, vous n'êtes pas sûr du tout de faire juste, de correspondre aux attentes des bénéficiaires, des gens que vous servez. Pas du tout sûr de tomber dans ce qu'il faudrait faire du point de vue de la stratégie de l'entreprise, ou de l'administration, ou de l'université. Alors, cette incertitude de l'engagement, vous voyez,
c'est que là, vous êtes dans une posture de déséquilibre, de difficulté. Et là, il y a plusieurs réponses à cette... En fait, vous souffrez. Disons les choses, vous souffrez. Alors, c'est toute souffrance ordinaire, ça ne vous fait pas... mais c'est dur. À un moment donné, vous voyez, voilà, c'est pas fluide. Cette souffrance, elle vous rend, vous la sentez. En fait, quand vous y êtes attentif, vous la sentez. Si vous sentez, si vous, voilà, prenez un tout petit peu de temps de réflexion sur vous-même, et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, vous allez la ressentir. Ces difficultés sont une espèce de souffrance quotidienne. Quel devenir, cette souffrance? Il y a 3 devenirs potentiels. Soit devant cette souffrance, ça, vous résistez, vous vous repliez, vous vous défendez. Alors, vous pouvez défendre de manière collective. Alors, généralement, les défenses collectives, c'est des défenses qui vont assez vite dans le corporatisme. Alors, par exemple, du côté de l'université, c'est généralement les étudiants qui ne comprennent rien à l'évolution de ce au monde et à ce qu'on est capable de dire. C'est les étudiants responsables des difficultés que l'on rencontre dans l'enseignement. C'est aussi généralement les secrétaires qui ne font pas leur boulot. Et les secrétaires, inversement, qu'est-ce que c'est que ces enseignants qui circulent dans le monde entier, qui ne sont jamais à leur place, soi-disant dans le monde, en fait, ils sont au cinéma. Bon. Et donc, ils ne sont pas dans le bureau, en tout cas. Bon. Et donc, chacun a tendance à reporter la responsabilité de la difficulté sur une corporation à côté. Ça peut aller assez loin. Hein. Ça peut être les logiques corporatistes assez violentes contre les immigrés, sur les questions de sexisme, sur les questions ethniques, sur les questions... Ça peut politiquement aller assez loin, mais c'est défensif. On reporte sur les autres la responsabilité des difficultés qu'on rencontre dans le travail. Quand ces défenses collectives ne sont pas complètement au rendez-vous ou pas en phase avec l'idéologie des uns et des autres, à ce moment-là, c'est des défenses plus personnelles qui se traduisent par le repli. Je me replie, mais je peux quasiment disparaître en me repliant. Je peux quasiment devenir insignifiant. Je peux quasiment, vous voyez, sortir du jeu. Vous vous protégez contre la douleur que représentent ces échecs, mais en même temps, en se repliant, en se reprotégeant de cette manière-là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de développement personnel potentiel. Ce repli, c'est aussi un repli sur soi. Des personnes qui deviennent étriquées, qui deviennent centrées sur elles, qui deviennent hostiles aux autres, et donc un enfermement sur soi. C'est des processus que l'on rencontre partout, plus ou moins à grande dose, mais c'est des processus réellement engagés dans le travail. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, vous êtes engagé de manière volontaire, il faut continuer, vous avez de l'allant. Et lorsque ces talents continuent à se confronter à des échecs, dans une situation où il n'y a pas de reconnaissance de ces talents et de ces allants, il n'y a pas de reconnaissance. L'organisation passe à côté. Elle laisse les uns agir. Quelquefois, elle soutient, elle dit ah, c'est formidable, celui-là il est très, très engagé, celle-là elle est très créative, mais finalement ne se préoccupe pas de ce qui se passe pour ces personnes dans ces innovations, dans cet engagement. À ce moment-là, le risque principal, c'est le renversement de la violence de la non-reconnaissance sur la santé des personnes. Alors, c'est le développement des troubles musculo-squelettiques. Mais que les gens ne comprennent pas pourquoi. Leurs muscles se cassent. Il y a des problèmes de poignets, des problèmes de dos, de lombalgie. Les grands comme moi, c'est surtout les dos. Les troubles musculo-squelettiques. Alors, vous savez que c'est un ravage à l'heure actuelle, les troubles musculo-squelettiques. Et pas seulement dans les activités répétitives, dans des activités extrêmement diversifiées. C'est donc la somatisation des problèmes psychiques que provoque la non-reconnaissance du travail. Et l'autre aspect du retournement de cette question, c'est les maladies c'est les maladies psychiques elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est le burn-out, les processus dépressifs. Vous savez, tout à coup, déplacer un petit truc devient extrêmement lourd. Prendre son crayon pour écrire quelque chose devient insupportable. C'est-à-dire, tout devient lourd. Vous êtes en pleine dépression.
terrible. Ça ne se voit pas. C'est sourd. C'est underground. C'est rampant. Et c'est présent. Et ça mine. Quotidiennement. Ça mine. Ça mine. Ça mine. Bien sûr, il y a des moments plus voyants. Il y a des gens qui ont des crises de décompensation. Des burn-out, voire même des suicides. Je ne connais pas bien la Suisse là-dessus. Il faut mieux regarder ce qui se passe en Suisse. En France, c'est catastrophique. Et pas qu'en France, au Brésil, au Japon. Le développement des suicides est symptomatique du fait que le sens du travail est perdu et la reconnaissance n'est pas au rendez-vous dans l'engagement. Vous voyez, une organisation qui ne reconnaît pas l'écart entre le travail réel, entre l'écart prescrit et le travail réel, et derrière l'engagement des uns et des autres, provoque deux effets extrêmement néfastes. Soit le repli corporatiste et le repli individuel, où les gens ont tendance à disparaître, soit la somatisation ou les décompensations psychiques. C'est pas gai ce que vous racontez là. Non, c'est pas gai. Est-ce que c'est inévitable? Non, ce n'est pas fatal. On peut s'en sortir autrement. On peut s'en sortir autrement si on met en place des dispositifs de reconnaissance de ce travail réel. Ce que j'appelle l'organisation réflexive. Si vous prenez soin, si chaque organisation, chaque entreprise, chaque institution, comme l'université, prend soin de mettre en place des organisations réflexives qui vont permettre de faire remonter le travail réel, de le révéler, alors vous pouvez passer d'une situation catastrophique à une situation bénéfique. Alors la créativité des uns et des autres retrouve de la vigueur. Alors la capacité de l'engagement retrouve de l'énergie. Alors, ce qu'on appelle sur le plan psychique la sublimation est au rendez-vous, c'est-à-dire la capacité de se développer, de surmonter ses névroses et ses difficultés d'ordre personnel. Le travail devient alors thérapeutique. Le travail devient alors créatif. Le travail devient alors du plaisir. C'est des éléments que vous avez tous vécus, j'en suis sûr, parce que je ne connais pas une personne qui n'a pas eu ça. Tout d'un coup, à un moment donné, vous avez surmonté des difficultés et un plaisir immense qui vous a envahi en lien avec cette capacité de surmonter ces difficultés. Quand l'organisation réflexive est là, alors les conditions dans lesquelles les uns et les autres surmontent ces difficultés deviennent un objet de discussion collective, et alors un objet social, et alors un objet économique. L'organisation réflexive devient le cœur de la possibilité de développer la créativité, et derrière, le cœur du développement personnel des uns et des autres. Cette organisation réflexive, si vous voulez, c'est complexe parce que le travail réel est invisible. On ne sait pas comment on travaille. Je ne sais pas comment je travaille. Vous ne savez pas comment vous travaillez. La façon dont vous surmontez le prescrit, vous ne savez pas comment ça se joue. Il faut des moments très particuliers où vous racontez ce qui s'est passé avec des gens qui sont bienveillants, qui vous écoutent, pour qu'alors vous soyez en capacité d'identifier, de prendre conscience de la façon dont vous avez travaillé réellement. La richesse des habiletés, l'inventivité des habiletés ne vous est pas donnée de suite. Il faut passer par les mots, ce qu'on appelle les pratiques déontiques, c'est-à-dire des pratiques professionnelles. On met des mots sur ce que l'on fait pour être en capacité de comprendre la façon dont le travail réel, dans lequel on s'est engagé, a opéré. Sans ça, on n'y arrive pas. Vous ne pouvez pas le faire seul. Vous avez besoin des autres pour trouver des interlocuteurs qui, à la fois, vous aident à mettre les mots sur ce que vous avez fait. Ces pratiques réflexives, et c'est ma troisième partie de mon exposé, sont absolument centrales pour révéler le travail réel, pour faire en sorte que les personnes elles-mêmes comprennent ce qu'elles ont fait, et de mettre en discussion la pertinence ou pas de ce qu'elles ont fait. Parce que c'est parce qu'elles ont fait autre chose que le prescrit que ce qui a été fait est pertinent. Il y a encore une discussion, bataille, d'idées, rapport, de dispute, c'est-à-dire le bien fondé ou pas. Mais cette dispute, elle est bienfaitrice. Elle permet de reconnaître les uns et les autres et de reconnaître la singularité de chacun d'entre nous dans ses activités. Elle est bienfaitrice sur le plan psychique, et elle est bienfaitrice sur le plan social parce que c'est de la reconnaissance sociale, et elle est bienfaitrice sur le plan économique parce que c'est le cœur de la créativité, c'est-à-dire de la création de richesse. Alors comment opérer cette organisation réflexive?
Il y a 3 choses, si vous voulez. Je vais aller plus vite pour qu'on ait un peu de temps de débattre, parce que j'avais noté pas dépasser 17h20, il est déjà 17h20. 3 choses. Parce qu'on peut avoir plusieurs finalités dans cette organisation réflexive. La première chose, c'est que le retour d'expérience va permettre de revenir sur les problèmes de la coopération ou les difficultés de la coopération, les bugs dans la coopération. C'est du coup la capacité de faire remonter les conflits, les difficultés, mais les difficultés importantes, pour comprendre en quoi ces difficultés proviennent de difficultés dans la coopération. Alors ça ne peut pas être animé par les chefs. Il faut des groupes de pairs sans chef. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi des groupes de pairs qui sont animés par des professionnels de cette animation. On veut remonter l'expérience. Mais ça ne suffit pas complètement non plus, parce que la difficulté que l'on a par rapport aux années 50-60, parce que en fait ces organisations réflexives, elles existaient déjà dans certaines professions dans les années 50-60. On ne les découvre pas maintenant. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que le retour d'expérience ne suffit pas. Il y a un problème de confrontation de l'expérience à ce qui est souhaitable dans le monde actuel contemporain. Or, nous ne sommes pas d'accord sur ce qui est souhaitable. Nous sommes en désaccord sur ce qui est souhaitable. Et donc ici, il y a un conflit dans les collectifs de travail sur ce qui est souhaitable et ce qui ne l'est pas. Et donc, comment construire un souhaitable partagé ou d'identifier les différences? C'est là où vous avez besoin de nouvelles formes de doctrine. L'échange d'expériences sans apport de doctrine, sans mise en discussion de la doctrine, les éléments de doctrine, ne peut pas progresser dans la reconnaissance du travail réel. Parce que la reconnaissance n'est pas suffisante, encore faut-il qu'elle ait un sens. Et c'est pour ça que je reviens sur les questions écologiques, parce que les questions écologiques deviennent une des questions centrales à partir desquelles les collectifs de travail discutent de la pertinence ou pas de ce que l'on fait chacun, et d'autre part du sens commun que l'on peut construire ensemble. Sans perspective écologique, aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité de redonner un sens commun. Et donc vous n'êtes pas en capacité de reconstruire une doctrine qui va interférer, qui va interroger la pertinence de vos activités dans le travail. Le niveau retour d'expérience est insuffisant. Dans les années 50, 60, être dans la santé, on soignait, pas de problème. Le sens du travail, pas de problème. Alors on regardait comment on faisait du point de vue des retours d'expérience chez les infirmiers, chez les médecins, dans le milieu médical. Il y a eu beaucoup d'organisations réflexives dans le milieu médical. Beaucoup. Vous dites dans le milieu des ingénieurs, il n'y a pas de problème. Le progrès technique, il faut le faire progresser, l'organisation, il faut la faire progresser. On revenait sur les REX, qu'on appelle les retours d'expérience, et la façon dont on capitalisait ces gens. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Si vous n'avez pas, en lien avec ces retours d'expérience, un corps de doctrine qui se construit sur ce qui vous apparaît juste par rapport à des enjeux d'ordre sociétaux qui transcendent l'activité, vous n'arrivez plus à reconnaître ce travail réel et la pertinence des arbitrages que vous avez donnés. Et c'est ça la difficulté auquel nous sommes confrontés, vous aussi comme formateurs, c'est comment contribuer à des organisations réflexives, y compris dans la formation, parce que la formation est l'occasion de déployer une organisation réflexive, mais comment vous vous appuyez sur l'expérience des gens que vous formez, et comment vous confrontez cette expérience à ce qui apparaît juste ou pas juste, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mis en discussion d'ordre politique dans l'expérience de chacun et l'expérience collective. Si ce travail-là n'est pas engagé en même temps que le retour d'expérience, en réalité, vous passez à côté de l'enjeu de l'organisation réflexive, y compris dans sa dimension de professionnalisation. Parce que le deuxième point important des organisations réflexives, c'est la professionnalisation des acteurs. La professionnalisation des acteurs, c'est la capacité de revenir sur l'expérience pour comprendre comment les métiers changent et qu'est-ce qu'on est amené à opérer dans la transformation des métiers. Le métier de chercheur change. Le métier d'enseignant à l'université change. Le métier de formateur change. Tous les métiers changent parce que tout le rapport au travail change. En d'autres termes, la professionnalisation, ce n'est pas simplement la concentration de ces expériences, c'est la capacité de refaire renaître des nouvelles règles de métier dans les collectifs de travail en fonction d'une finalité partagée. Les règles nouvelles de métier. Ça, ce n'est pas si simple à instaurer, et de mon point de vue, c'est un des enjeux essentiels de votre profession. Le troisième point, c'est la finalité de cette organisation réflexive, c'est l'innovation, ce que j'appelle l'innovation servicielle.
C'est-à-dire comment s'appuyer sur l'expérience réelle de chacun, y compris vous, par exemple, comme formateur auprès des gens que vous formez. Comment vous faites remonter cette expérience pour faire évoluer la formation, faire évoluer votre activité, faire évoluer, c'est-à-dire instaurer des formes d'innovation du point de vue des services, non pas de manière marketing et descendante. Là, j'ai vu encore une business school et les questions des droits humains, ça m'a beaucoup amusé comme contradiction, qui n'est pas en vous attendant, hein, ça m'a beaucoup amusé. Non pas avec une prescription marketing qui descend du haut, mais comment, à partir de l'expérience réelle du travail, on comprend les enjeux de l'évolution des services pour leur amélioration, les faire évoluer en termes d'organisation et de porter du côté serviciel de ce que l'on fait. C'est l'innovation de service. Vous voyez, évaluation de la coopération ou renforcement de la coopération d'un côté, professionnalisation de l'autre, innovation servicielle, c'est les trois grands objectifs de ces perspectives de cette organisation réflexive, fondée sur les retours d'expérience du travail réel et fondée sur des mises en discussion des doctrines, à la fois professionnelles et politiques. Vous ne pouvez pas passer à côté de la politique. Je ne parle pas du côté politicien de la politique, c'est à côté de ça, bien entendu. Je parle du côté sociétal de la politique. C'est-à-dire, quelle est la portée de votre travail d'un point de vue sociétal? Vous ne pouvez pas passer à côté. Si vous passez à côté, vous n'arrivez pas à donner un contenu précis et un sens au travail professionnel. Si vous ne renouez pas avec la politique, vous êtes dans une dérive, vous n'arriverez pas à redonner un sens, je pense, aux enjeux de professionnalisation, mais derrière, à la question du travail. Et pour terminer, je finirai là, c'est ce que j'appelle la démocratie sociétale. Ce renouvellement du rapport à la politique, on doit le discuter ensemble, en Suisse, au Brésil, en France, en Allemagne. On doit le rediscuter ensemble. À côté, si vous voulez, de la démocratie parlementaire représentative dont nous avons, en tout cas jusqu'à maintenant, tous eu besoin, moi je continue à penser que c'est très important. À côté de la démocratie sociale qui s'est structurée sur les questions des conditions d'emploi et de salaire, nous avons besoin d'une démocratie de l'engagement. Nous avons un espace démocratique où nous discutons du sens de notre engagement, mais pas de notre engagement militant, simplement, parce que ça c'est encore une autre affaire, mais notre engagement dans le travail, dans les choix que nous faisons les uns et les autres dans nos arbitrages dans le travail. Oui, chacun, vous faites des arbitrages qui ont une portée sociétale. Comment peut-on en discuter sans un point de vue moralisateur? Comment peut-on en discuter? Comment peut-on structurer le sens de cet arbitrage? C'est essentiel pour accompagner une mutation du travail qui soit associée à la reconnaissance de l'engagement et donc au devenir individuel de chacun, en même temps un sens politique, c'est-à-dire un sens qui est à la fois économique et social, et également, peut-être principalement écologique. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction de nos échanges. Je suis à peu près tenu dans le travail.